Bien, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Tissier, qui est directeur général du cabinet CEIS. Guillaume Tissier, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est la tradition dans cette interview. La première question, c'est de nous faire part de l'actualité, de la tendance, de l'événement de la semaine passée ou des semaines passées qui a retenu votre attention. Il y a le choix, je suppose. Il y a le choix, mais je pense que je choisirais évidemment Facebook. Bon, ils n'ont pas besoin d'expliquer, je pense que tout le monde est au courant. Je pense que tout le monde connaît le fond de l'affaire, effectivement. En fait, moi, je suis assez surpris de l'étonnement que cause cette affaire, et je dirais même que j'ai l'impression qu'on paye quelques années d'un peu d'aveuglement sur cette question, et que, je dirais, les récriminations à l'égard de Facebook sont même un peu hypocrite, puisque le modèle économique de Facebook, et c'est ce modèle qui est un peu en cause, est connu quand même depuis assez longtemps. Ce sont les données, c'est la publicité, et donc il n'y a pas de surprise à avoir de ce côté-là. Les conditions générales de Facebook, je pense que personne n'a dû lire. Faut les lire. Sont quand même assez transparentes. Ils disent ce qu'ils font ce qu'ils disent. Est-ce que vous êtes sur Facebook d'ailleurs? Non. Je fais partie des quelques-uns qui n'ont pas de compte Facebook. Donc ces conditions générales sont assez claires, et donc je crois que c'est le modèle économique quelque part qui est en cause. Alors au-delà du modèle économique, c'est aussi une vision différente sur les données personnelles, sur la place de l'individu par rapport à ces données. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait depuis longtemps que quand c'est gratuit, on est le produit, et qu'on n'est pas client de ces plateformes. On est la matière première de ces plateformes. Donc je trouve un peu surprenante, voilà, cette surprise, cet étonnement à cet égard. Est-ce qu'on ne peut pas être surpris quand même du fait que les gens finalement s'exposent aussi volontairement au su et au vu du monde entier? C'est clair, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience du fait que leurs données, une fois qu'elles sont dans le réseau... On ne dirait pas certaines choses, ou la plupart des choses, privées à son voisin, de palier, et puis on raconte tout au monde entier, quoi. Clairement, il y a un aspect psychologique, un ressort psychologique qui est utilisé par ces plateformes et qui pousse effectivement, je crois, les gens à... Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, la réponse, c'est quoi? Alors, moi, la question, en fait, c'est de savoir si on n'est pas à la fin un peu d'un modèle. Au-delà de cette affaire, c'est clairement ça. Alors, est-ce que c'est la fin d'un modèle? C'est un peu trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que coup sur coup, là, avec l'affaire des fake news, plus celle-ci, Facebook est un peu dans l'œil du cyclone. Est-ce qu'on va vers un modèle totalement inversé où l'utilisateur reprend totalement la main sur ses données personnelles? J'en suis pas sûr non plus. En revanche, je pense qu'on va vers un rééquilibrage, c'est-à-dire vers un système peut-être un peu plus centré sur l'utilisateur, un peu plus protecteur sur les données personnelles. Et ce rééquilibrage, c'est un peu ce qui s'annonce en Europe, et je pense que l'Europe là-dessus a pris un peu le lead, et je pense que c'est très bien. Elle a pris le lead avec le RGPD, elle a pris le lead aussi avec le développement d'un certain nombre de plateformes qui intègrent la privacy by design. Vous regardez un moteur de recherche comme Quant, je pense que c'est un symbole, mais un symbole qui progresse aujourd'hui. Il y a un foisonnement technologique aussi en Europe qui va sans doute nous permettre, en termes de révolution technologique, de prendre la main sur un certain nombre de sujets comme l'intelligence artificielle, comme les objets connectés. Ce foisonnement technologique, ce qui est intéressant, c'est que les experts disent qu'on sort d'un cycle de low-tech et qu'on va vers un cycle de deep-tech avec des évolutions technologiques majeures. Et donc je pense que l'Europe là-dessus a vraiment son mot à dire. Par ailleurs, il y a aussi un courant de relocalisation des données, ou de localisation des données. Alors ce courant, il bénéficie bien sûr à des opérateurs nationaux, il bénéficie aussi aux opérateurs globaux, internationaux. Je pense que vous avez vu que Microsoft, comme Amazon, ont d'ailleurs annoncé l'implantation de data centers en Europe, voire en France. Et donc on voit bien que ce mouvement est en marche. Il y a aussi une réflexion au-delà sur le modèle fiscal et sur les retombées fiscales de ces opérateurs. Et tout ça nous amène à un débat sur la souveraineté à l'ère numérique. Et je pense que c'est le vrai débat, avec une vision de la souveraineté qui ne doit pas être une souveraineté frileuse, un peu honteuse, une souveraineté de repli sur soi, mais davantage une souveraineté de protection de la vie privée, de recentrage sur l'utilisateur, et une souveraineté qui permette à un nouveau modèle finalement d'éclore, et avec des acteurs
en large partie européens. Bon, on l'a bien compris, il y a une foultitude de chantiers en cours et on n'est qu'au début de beaucoup de choses. Alors on va parler un peu du cabinet CES, hein, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Si on regarde un peu la description de ce que vous faites, il y a des choses donc ça va de l'accompagnement stratégique à l'intelligence des affaires, maîtrise de la cybersécurité, management de l'innovation, stratégie d'influence. Donc, ce sont des choses très très différentes. Alors, on peut se dire oui, mais bon, ça c'est juste de la description un peu générale pour le site de l'entreprise. Si on regarde les missions que vous avez conduites, on a vraiment des choses qui sont très éclectiques. Et la question assez simple, c'est finalement quel est le fil conducteur de tout ça? Et s'il y en a, j'en sais rien. J'espère en tout cas qu'il y en a un. Non, il y a deux ADN, clairement. Il y a une ADN secteur stratégique qui nous pousse à mener des missions pour les grands secteurs dits de souveraineté ou stratégiques, qui sont bien sûr la défense, qui sont l'aéronautique, qui sont l'énergie. Et puis une deuxième ADN qui est la sécurité. Et cette sécurité, on la décline sous deux axes. Une partie sécurité économique, donc avec des missions essentiellement d'investigation, de recherche d'informations, de monitoring des risques et des opportunités pour les entreprises. Et puis, bien sûr, à côté de la sécurité économique, la sécurité numérique. Et donc on travaille sur ces questions de sécurité numérique depuis au moins 15 ans aujourd'hui, à un moment d'ailleurs où on ne parlait pas encore de cybersécurité, mais tout simplement de sécurité des systèmes d'information. Sur les deux derniers points, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que ce sont deux choses séparées? Il y a un lien fort sur cet aspect de renseignement, d'intelligence des risques, d'intelligence des menaces, puisque finalement l'espace numérique aujourd'hui est à la fois un espace bien sûr d'opportunités, mais où on a évidemment aussi un certain nombre de risques, et ces risques ils sont de deux types. Vous avez les risques qui sont liés au numérique, directement liés au numérique, et puis vous avez les risques qui sont aggravés par le numérique, mais qui existaient déjà. Et donc finalement, sécurité économique et sécurité numérique se confondent à un moment ou à un autre. Lorsqu'on fait par exemple du renseignement, de la collecte d'informations sur un certain nombre de plateformes, on est à la frontière déjà entre de l'open source intelligence et puis de l'intelligence davantage humaine, puisque finalement au-delà des ordinateurs vous avez des hommes. Donc je dirais que les frontières se brouillent un peu, et notre vision c'est qu'on doit avoir une approche globale de la sécurité aujourd'hui. Les deux vont s'interpénétrer de plus en plus. Les deux s'interpénètrent. Alors, on va parler maintenant plus spécifiquement de la sécurité informatique. Finalement, votre mission démarre à quel moment et s'arrête où? Et quel est le périmètre d'intervention? Est-ce que ça passe par le choix des solutions techniques? Et puis une fois que vous avez mis en place un système de sécurité informatique, est-ce que vous faites un suivi avec le client, ou est-ce que votre mission s'arrête là? Alors, trois types d'actions aujourd'hui. Premier type d'action sur des missions d'audit et de conseil, tout simplement, en matière de cybersécurité, avec comme clients des ETI, établissements de taille intermédiaire, et des grands groupes. Et j'insiste sur cette partie PME et ETI parce que finalement ce sont souvent les parents pauvres de la sécurité. Or, on peut avoir des réponses aujourd'hui adaptées à ces acteurs. Et ces réponses, c'est notamment des réponses où on mutualise quelque part les dispositifs de sécurité. Le constat, c'est que bon nombre de ces sociétés n'ont pas les moyens, évidemment, d'intégrer en interne des équipes sécurité importantes. Et donc la solution, mutualisation, c'est de mutualiser. Et je dirais que cette mutualisation est d'autant plus importante que elle permet quelque part de compenser un peu l'asymétrie existant entre l'attaquant et le défenseur. On sait que les attaquants partagent l'information, échangent beaucoup, travaillent en réseau. Eh bien, il faut faire pareil de l'autre côté. Est-ce que mutualisation et sécurité, c'est pas antinomique? Je ne pense pas. Je pense même que la mutualisation apporte beaucoup à la sécurité. Il faut mutualiser évidemment de façon organisée, structurée, mais néanmoins cette mutualisation et cette coopération doit se faire entre sociétés d'une même filière, souvent. Elle doit se faire entre le public et le privé. Oui, il faut qu'il y ait un lien entre les gens qui mutualisent. Il y a un lien entre les acteurs. Et encore une fois, c'est la seule façon de compenser l'asymétrie entre l'attaquant et le défenseur. Donc ça, c'est l'aspect conseil. Ça, c'est l'aspect conseil. Le deuxième, c'est la partie Cyber Threat Intelligence. Alors, c'est un buzzword, on en parle souvent. Nous, on la décline de façon très concrète, très opérationnelle, à travers ce qu'on appelle de la Cyber Threat Intelligence opérationnelle, qui vise tout simplement à offrir à nos clients une sorte de radar externe à l'entreprise pour détecter un certain nombre de signaux
de signaux annonciateurs d'une attaque. Alors, je prends des exemples très concrets, la détection d'un kit de phishing, la détection du dépôt d'un nom de domaine approchant qui peut signifier qu'une opération, là aussi, de phishing se prépare, l'apparition d'un malware, la compréhension d'un mode opératoire. Tout ça, ce sont des signaux qu'on peut capter en étant présent sur des forums, en étant présent dans ce qu'on appelle aujourd'hui le dark ou le deep web, qu'on peut capter également bien sûr sur les réseaux sociaux, et ces informations, il faut les remonter à l'entreprise. Donc ça, c'est cette partie très opérationnelle. Et puis sur un volet plus stratégique, l'idée c'est aussi de fournir aux entreprises, et notamment aux échelons les plus stratégiques, des indicateurs sur les menaces, qui permettent de contextualiser les informations techniques. On ne parle pas aujourd'hui à un COMEX ou à un CODIR comme on parle évidemment à des opérationnels de la sécurité. Et donc notre objectif, c'est de fournir, à côté de cette partie très opérationnelle, des indicateurs plus stratégiques qui permettent de connecter ces informations techniques aux activités de l'entreprise, y compris d'ailleurs aussi dans des contextes géopolitiques, des contextes aussi d'affaires, pour apporter une vision aux chefs d'entreprise, lui permettant ensuite d'orienter un peu ses stratégies de sécurité. Cette traduction, je dirais, technique en un langage compréhensible par quelqu'un du COMEX, est-ce que finalement elle n'appauvrit pas un peu le contenu du message ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu difficile ? Alors, difficile, oui, ça c'est une certitude. Appauvrissement, non, il ne s'agit pas de vulgariser, il s'agit davantage de choisir un angle de vue qui est l'angle de vue de la personne à qui on parle, et en l'occurrence du manager, du dirigeant, qui n'aura pas besoin d'avoir effectivement un certain nombre de détails techniques, mais qui en revanche aura besoin de mesurer l'impact de l'information technique, impact sur son business, impact sur sa réputation, impact financier. Ouais, donc c'est davantage ça que nous cherchons à faire. Et puis le troisième volet, c'est l'entraînement. L'entraînement opérationnel, nous avons monté il y a un an un centre d'entraînement qui est basé dans nos bureaux à Paris, Tour Montparnasse. Ce centre d'entraînement, il est original dans son approche, unique en son genre. L'objectif, c'est de se dire que bien sûr, il faut de la formation initiale, mais en même temps, on est sur un domaine qui évolue constamment, et les savoir-faire doivent être entretenus donc très régulièrement, mis à jour, un peu comme on met à jour des ordinateurs, et que ces savoir-faire, ils doivent être aussi complétés par des savoir-être. D'où l'idée de ce centre d'entraînement qui finalement est une sorte de salle de boxe, avec un ring. Ce ring, c'est un ring informatique, un environnement de simulation qui est fourni donc par l'un des deux partenaires du GIE, qui est Diateam, qui édite une plateforme de simulation. Ce ring, il est ensuite utilisé par une équipe de hackers éthiques qui va envoyer des scénarios d'attaque, des événements dans cet environnement à destination donc de stagiaires qui sont en partie des opérationnels de la sécurité et en partie aussi des gens qui viennent là davantage pour des besoins de sensibilisation. Ce qui est intéressant, c'est que cet environnement permet d'une part de reconstituer des topologies réseau relativement fidèles et de façon totalement cloisonnée par rapport évidemment à Internet, donc ce qui est indispensable puisque quand vous envoyez des malwares ou un certain nombre de virus dans l'environnement, il faut mieux éviter que ça sorte. Et deuxième chose, cet environnement, il a aussi en son sein des technologies de sécurité et de défense. On a aujourd'hui une trentaine de partenaires technologiques, donc ça va du firewall à l'antivirus en passant par des SIEM et divers outils qui permettent aux gens d'utiliser, aux stagiaires, d'utiliser les outils qu'ils ont comment dire, au quotidien dans leur entreprise. Donc on essaie de reproduire ce qu'ils ont dans la vie courante. On reproduit, alors avec des scénarios qui correspondent soit à l'actualité immédiate, soit qu'on essaye au contraire de rendre très anticipatif. Et tout ça est alimenté bien sûr par la threat intelligence dont je parlais tout à l'heure. L'idée encore une fois étant de pratiquer en permanence et de se mettre à jour en considérant que la sécurité évolue en permanence, que c'est pas un empilement de technologies qui suffira à parer les coups, mais au contraire c'est le maillon humain qui, effectivement, on dit souvent que c'est le maillon faible, on dit souvent que c'est je dirais, entre le clavier et la chaise qui est le problème, mais en même temps l'humain est le maillon fort si ce maillon est sensibilisé et fort. Alors justement, enfin vous avez peut-être déjà un peu répondu à la question, mais quand vous allez sur une mission en entreprise, donc pour étudier un peu ce qui se passe et faire des préconisations, quels sont en général
quel est le gros point faible que vous constatez immédiatement et que vous repérez un peu partout, donc ça c'est un peu le fruit de l'expérience. Et puis dans ce qu'on appelle souvent la règle des 80-20 qui permet finalement avec assez peu de moyens de faire tomber les risques de manière considérable, puis après on s'occupe des 20% qui restent. Donc sur les deux points, quels sont l'élément qui vous paraît essentiel? Je crois que le premier élément c'est déjà la mise en application des règles de base. Donc il faut qu'elles existent. Alors, il faut qu'elles existent. Elles existent quand même aujourd'hui de façon assez large. Prenez une affaire récente qui est l'affaire Equifax aux États-Unis avec une fuite de données absolument massive. Ce qui était en cause, c'est pas des choses très sophistiquées, c'était simplement la mise à jour d'un serveur web. Or, la société avait une politique de sécurité, simplement elle n'était pas appliquée ou elle était appliquée avec retard. Donc, ce sont des choses, je pense, assez simples de ce genre-là. Et par ailleurs, le deuxième élément sur le quick win en matière de sécurité, je pense que c'est indéniablement le renforcement du maillon humain avec des actions de sensibilisation et des actions de formation pour les gens qui s'occupent de l'informatique. Donc là, on revient au point précédent. Vous avez longuement. Alors, pour terminer cet entretien, donc il se trouve que vous êtes co-organisateur du FIC, donc Forum international de la cybersécurité, donc qui se tient à Lille. Ça a été la 10e édition cette année. Co-organisateur avec la gendarmerie. Exactement. Et la région Hauts-de-France. Voilà. Et il se trouve que bon, ce salon, enfin je sais pas comment, ce forum est devenu vraiment l'événement, le rendez-vous européen de la sécurité. Finalement, à votre avis, qu'est-ce qui explique ce succès qui dépasse, qui n'est pas franco-français, qui dépasse les frontières? Bon, je crois clairement qu'il y a un besoin au sein de cette filière cybersécurité au sens large, cette filière de la confiance numérique, de se retrouver, d'échanger. On tient beaucoup à la dualité de l'événement, c'est-à-dire cette partie salon, networking, business, et puis une partie échange sur le fond. Oui, qui est un besoin, je ne le conteste pas, mais il y a d'autres manifestations sur la sécurité, donc il y a déjà les assises de la sécurité, mais il y en a d'autres. Pourquoi celui-là, finalement, il a émergé Alors, je crois que la philosophie de l'événement est la gendarmerie est différente. Alors, la gendarmerie, évidemment, est l'initiatrice du forum, 2 est très présente et nous apporte énormément. Mais je crois que la raison du succès, c'est justement cette approche globale. Alors, en se disant la sécurité, c'est bien sûr une affaire opérationnelle, c'est aussi une affaire stratégique, et donc il faut qu'il y ait non seulement des RSSI et des opérationnels de la sécurité, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres fonctions de l'entreprise qui soient présentes. Qu'on reste pas entre soi. Qu'on reste pas entre soi. Il faut qu'il y ait aussi, la sécurité est une affaire technique, mais c'est aussi une affaire juridique, et on le voit tous les jours, et le RGPD le montre. Donc ça veut dire avoir des spécialistes du droit qui sont là. Et donc aujourd'hui, le forum est très ouvert, et je pense que c'est ça la raison du succès. Alors très ouvert de façon contrôlée bien sûr, mais l'idée c'est d'avoir la sphère institutionnelle présente. On parlait de la coopération publique-privée, elle est au cœur de la réponse, et donc là la sphère institutionnelle est présente. Il faut également avoir le monde privé, offreurs et utilisateurs finaux. Il faut avoir le monde académique. Et donc tous ces acteurs sont présents aujourd'hui à Lille. Et je dirais que pour les utilisateurs finaux, la tendance que l'on voit, c'est que plus ça va, plus on cherche à embarquer, à incarner la sécurité par des exemples et par des partenariats avec des sociétés qui utilisent de la sécurité. Il y a quelques années, on avait je dirais un certain nombre de difficultés parfois à faire venir en partenaire des acteurs qui pouvaient être des banques, qui pouvaient être des constructeurs automobiles. Et aujourd'hui, ces gens-là ils veulent pas en parler. Alors c'est en train de changer. C'est en train de changer, et je pense que justement aujourd'hui des banques acceptent de s'afficher sur ces questions, puisque finalement, ou des constructeurs automobiles, puisque finalement le constat c'est que la sécurité pour eux est un investissement, que ça leur coûte de l'argent, ils se mettent à niveau, et c'est une obligation aujourd'hui pour leurs produits. Et par ailleurs, c'est aussi devenu un élément de valorisation de leurs offres, un élément de marketing. Et donc à partir du moment où on investit, à partir du moment où c'est devenu un élément de marketing parce que la population, l'opinion publique a changé, le fait de se valoriser, le fait de parler de sécurité n'est plus du tout honteux. Au contraire, ça inspire la confiance. Exactement, et c'est pour ça aussi que dans la suite de ces réflexions, le sujet que nous allons aborder l'année prochaine, donc en janvier 2019 au FIC, 22-23 janvier 2019 à Lille, sera la security et la privacy by design,
parce que ça témoigne de cette tendance qui consiste à embarquer la sécurité directement dans les solutions, dans les systèmes, dans les objets connectés, dans les véhicules connectés, etc. Et donc ça permettrait de valoriser des incarnations concrètes de la sécurité. On parle du DevSecOps, c'est ça? Exactement. Très bien. Écoutez, je crois qu'on aura sans doute l'occasion de se retrouver au FIC l'année prochaine à Lille, et on donne rendez-vous à nos lecteurs à cette occasion. Guillaume Tissier, merci beaucoup. Merci à vous.